Bonsoir et bienvenue dans l'hémicycle où la rédaction d'Antenne 2, ses invités, ses correspondants vont tout au long de la soirée vous faire vivre ces élections européennes version 84. Ces élections ont partout en Europe et en France valeur de test pour les formations politiques. Il y avait en France, je vous le rappelle, 14 listes en présence, 1134 candidats pour 81 sièges à pourvoir. Alors tout de suite, sans plus attendre, les résultats d'une opération de sondage inédite jusqu'ici en France, le sondage Bulle BVA effectué à la sortie des bureaux de vote, Albert Duroy. Alors, nous allons voir apparaître sur nos écrans les résultats pour les principales listes. Voici la liste Georges Marchais entre 11,5 et 13,5%, la liste Lionel Jospin entre 21 et 24%, la liste Simone Veil entre 40,5 et 43,5%. Voilà pour les trois grandes listes. Vous savez qu'il y en avait 14 listes dans cette élection. Voici notre fourchette, non pas pour toutes les listes, mais pour les deux des principales petites listes. Liste Jean-Marie Le Pen entre 9,5 et 11,5%. Vous allez voir ce chiffre apparaître sur votre écran. Et liste Olivier Stiernes entre 2,5 et 4,5%. Le total des autres listes obtient entre 6,5 et 10,5%. Dans ce score, évidemment, la liste des Verts, des écologistes, se sera taillée probablement la part du lion. Si ces résultats donc sont confirmés tout à l'heure par notre opération estimation, on peut déjà noter, Christine, une nette percée de l'extrême droite, une nouvelle baisse du Parti communiste, un score socialiste oscillant entre, pour l'instant, le moyen et le médiocre. Pour l'opposition RPR-UDF, un chiffre décevant par rapport à ses espoirs. Et pour la tentative centriste Stiernes-Doubin-Lalonde, une grosse déception. Alors les urnes sont scellées maintenant depuis un peu plus de 20 minutes. Dans une demi-heure à peu près, nous aurons l'estimation devenue classique et hautement fiable, l'estimation des résultats à partir des bulletins de vote réels. Le rappel d'un chiffre à ne pas oublier pour pondérer ces tendances, le taux d'abstention, je vous le rappelle, le taux d'abstention aujourd'hui est estimé à 41%, soit un peu plus qu'en 79. C'est la deuxième fois que les pays membres de la communauté européenne élisent des députés à Strasbourg au suffrage universel. On a voté aujourd'hui en France, mais aussi en Allemagne fédérale, en Italie, en Belgique, en Grèce et au Luxembourg. Les Britanniques, les Irlandais, les Hollandais et les Danois ont voté jeudi dernier, mais dans tous les pays de la communauté, le dépouillement aura lieu ce soir. Paul Nahon expliquera tout à l'heure le sens de ces élections à l'étranger avec ses invités et aussi nos correspondants. Nous recevrons aussi bien sûr des personnalités politiques et Paul Amar interrogera les chefs des formations politiques sur leur interprétation des résultats qui, je vous le rappelle, nous parviendront de manière précise à 22h45. Mais revenons déjà sur les premières indications tout à fait intéressantes que nous ont fournies ce sondage à la sortie des bureaux de vote, Patricia Charnelet. Oui, nous allons vous présenter une nouvelle fois donc les fourchettes pour les grandes listes, réalisées, vous le savez, grâce à des interviews exécutées toute la journée à la sortie des bureaux de vote. La liste de Georges Marchais obtiendrait donc entre 11,5 et 13,5%. La liste de Lionel Jospin entre 21 et 24%. Et la liste de Simone Veil entre 40,5 et 43,5%. Voici donc pour les trois grandes listes. Vous le savez, il y avait 14 listes pour cette élection européenne. Restent donc 11 listes et tout autant de fourchettes réalisées donc grâce à nos interviews à la sortie des bureaux de vote. Nous allons vous présenter maintenant les fourchettes pour la liste de Jean-Marie Le Pen, le leader du Front National. Pour celle de la liste R, qui est, vous le savez, la liste de Stiernes-Doubin-Lalonde, et enfin pour les autres petites listes. Alors, le leader du Front National, cela va s'inscrire dans quelques secondes sur votre écran, j'espère. La liste de Jean-Marie Le Pen, donc, obtiendrait entre 9,5 et 11,5%. La liste de Olivier Stiernes, c'est la première, entre 2,5 et 4,5%. La liste Le Pen, entre 9,5 et 11,5%. Et les autres listes, entre 6,5 et 10,5%.
Alors ce sondage nous permet, Patricia, de nourrir et d'analyser toutes sortes de tableaux. Une première comparaison intéressante, si l'on reprend la ventilation des électeurs à l'élection présidentielle de 81, comment les électeurs de François Mitterrand et de Valéry Giscard d'Estaing se sont-ils répartis cette fois-ci? Effectivement, Christine, c'est l'un des éléments politiques essentiels et les plus intéressants de la soirée. Il s'agissait donc de savoir comment les électeurs qui ont voté François Mitterrand en mai 1981 et Valéry Giscard d'Estaing en mai 1981 ont voté aujourd'hui. Vous le voyez s'inscrire sur votre écran. Sur 100 électeurs qui ont voté François Mitterrand en mai 1981, aujourd'hui, 25% se sont prononcés pour Georges Marchais, 47% pour Lionel Jospin, 8% pour Simone Veil et 6% pour Jean-Marie Le Pen. Pour Valéry Giscard d'Estaing, sur 100 électeurs donc qui ont voté pour lui au présidentiel, 1% a voté Georges Marchais, 2% Lionel Jospin, 76% Simone Veil et 15% Jean-Marie Le Pen. Albert Duroy, un premier commentaire sur ces comparaisons? Oui, ces chiffres sont particulièrement éloquents et illustrent bien deux des principaux enseignements déjà de cette soirée électorale qui commence à peine. D'une part, on peut mesurer grâce à ce tableau le nombre des ce qu'on peut appeler les déçus du socialisme. On voit par exemple que 14% des électeurs de François Mitterrand de 81 qui ont voté aujourd'hui n'ont pas voté pour les deux listes de gauche. Il y en a qui ont voté pour Simone Veil, 8%, et il y en a qui ont voté pour la liste Jean-Marie Le Pen, 6%. C'est là vraiment ce qu'on a appelé les déçus du socialisme de 1981. À quoi il faut probablement ajouter un certain nombre d'électeurs de gauche qui se sont abstenus aujourd'hui, puisque l'abstention, vous le rappeliez, a été supérieure à celle de 1979. Deuxième enseignement, on voit clairement la tentation de l'extrême droite et du durcissement de l'opposition, non seulement à gauche, puisqu'il y a des électeurs de François Mitterrand qui ont voté Le Pen, mais surtout dans l'opposition, où il y a 15% des électeurs qui avaient voté Giscard d'Estaing en 81 et qui ont reporté leur suffrage aujourd'hui nettement plus à droite sur la liste de Jean-Marie Le Pen. Alors René Raymond, justement, cette percée sans précédent de l'extrême droite, quelle signification lui donnez-vous? Cette poussée de la liste conduite par Jean-Marie Le Pen est assurément un des faits qui retiennent le plus l'attention. Le succès passe l'attente, car on se demandait si Jean-Marie Le Pen réussirait à franchir la barre des 5%. Or, non seulement il l'a franchi, puisqu'il va probablement entraîner avec lui à Strasbourg 8 ou 9 de ceux qui figurent sur sa liste, mais il n'est pas loin de combler ses vœux qui étaient de faire jeu égal avec le Parti communiste. Si les indications que nous avons sont fiables, le Parti communiste sera séparé par 3 points et pas davantage du Front national. Oui, je vous rappelle que nous raisonnons donc sur les résultats d'un sondage. Et qu'il ne s'agit pas encore des estimations à partir des bulletins de vote réels, estimations que nous aurons donc à 22h45. Ce succès surprend d'autant plus l'opinion que l'extrême droite avait disparu depuis 20 ans. Depuis 1965 et depuis que Tixier-Vignancourt avait tenu 5% de suffrage. Alors qu'est-ce que signifie cette percée? Est-ce un vote conservateur, réactionnaire, libéral, voire fasciste? Si on considère les thèmes et les motifs pour lesquels ont voté les électeurs de Jean-Marie Le Pen, il y a assurément des thèmes qui sont d'extrême droite. L'attrait de la personnalité, c'est Jean-Marie Le Pen qui a le plus exercé une attraction, plus que Lionel Jospin ou Simone Veil. L'insécurité. Néanmoins, le thème des libertés vient bien avant le thème des immigrés. René Raymond, je vous interromps parce que nous avons justement à notre disposition un tableau qui nous permet de visualiser les motivations des électeurs de Jean-Marie Le Pen. Un tableau que vous allez voir dans quelques instants apparaître sur votre écran. Patricia Charnelet. Oui, nous allons voir maintenant en fonction de quel thème se sont prononcés les électeurs de Jean-Marie Le Pen. Eh bien, sur 100 électeurs de Jean-Marie Le Pen, 41% ont considéré comme prioritaire, vous le voyez, le thème des libertés. 25% celui des immigrés, 24% l'insécurité et 18% l'emploi. Nous voyons maintenant apparaître les autres thèmes qui ont compté pour ces électeurs. L'école, 14%, l'Europe, 12%, le pouvoir d'achat, 10%, les impôts, 6%, enfin les inégalités, 7%. Voilà, je vous propose maintenant d'entendre tout de suite la réaction de Madame Simone Veil, auprès de laquelle se trouve Jean-Louis Le Senne. La déclaration de Madame Veil, donc. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement
les électrices et les électeurs qui nous ont apporté leur suffrage, et comme vous venez de l'entendre, ils ont été fort nombreux. À l'heure qu'il est, nous ne connaissons que des résultats encore très partiels, d'après les sondages uniquement, et donc avec l'imprécision que comportent toujours ces tests, et je crois qu'il serait imprudent d'en tirer trop tôt toute l'analyse qui pourra être faite dans la nuit ou demain matin. Il semble cependant, et je crois qu'on peut le dire sans trop s'aventurer, compte tenu du fait que ces sondages sont assez convergents, que d'ores et déjà, il apparaît que la liste d'union de l'opposition devance de façon tout à fait considérable l'ensemble de la liste, des deux listes du Parti communiste et du Parti socialiste. C'est bien là l'objectif que nous nous étions fixés, et je dirais même au-delà, dans la distance qui apparaît ainsi dès aujourd'hui. Je crois que pour le reste maintenant, il nous faut attendre d'avoir des résultats précis et de pouvoir en tirer les conclusions pour ce scrutin, pour le Parlement européen en dénombrant les élus de chacune des listes, et notamment pour la nôtre, ce sera certainement un nombre important, et aussi pour la politique française. Je vous remercie. Voilà, Madame Veil, je vous le rappelle, d'après notre sondage à la sortie des bureaux de vote, Madame Veil a recueilli entre 40,5 et 43,5% des votes. Dans un peu moins d'un quart d'heure maintenant, nous aurons la première estimation des résultats à partir des bulletins de vote réels. Venons-en aux motivations des électeurs dans cette élection, car, je vous le rappelle, c'est l'intérêt et l'originalité de notre dispositif. Nous pouvons, tout au long de la soirée, expliquer de façon précise et imagée pourquoi les Français ont voté comme ils l'ont fait. Alors, un premier constat, Patricia Chernelet, les motivations nationales l'ont largement emporté sur les motivations européennes. Absolument, Christine. La question posée était en effet, avez-vous voté en pensant d'abord à la France ou d'abord à l'Europe? Eh bien, vous allez voir que sur 100 électeurs, une majorité, 55% exactement, ont voté en pensant à la situation intérieure de la France. 41% ont voté, eux, en pensant d'abord à l'Europe. Ce résultat était prévisible. Les préoccupations nationales l'ont bien sûr emporté sur le débat européen. Reste que le score européen n'est tout de même pas négligeable. Il n'est pas négligeable, et partout dans les 10 pays membres de la communauté, on a donc voté pour désigner les représentants à l'Assemblée de Strasbourg, et partout, Paul Nahon, ce sont bien les préoccupations nationales qui l'ont emporté. Effectivement, Christine, dans les autres pays de la communauté européenne, comme en France d'ailleurs, cette élection a d'abord été un test national pour les équipes au pouvoir. Les électeurs ont bien senti que si l'Europe existait vraiment, cette Europe, son Parlement européen, ne disposait d'aucun pouvoir réel, d'aucun pouvoir législatif, bref, en un mot, pas de supranationalité. Tout au long de la soirée, avec nos différents correspondants à Bruxelles, Londres, Rome, Bonn et dans les autres villes d'Europe, nous essaierons de dégager la signification de ce vote, aussi bien sur le plan local que sur le plan européen, avec également des commentaires des journalistes européens en poste à Paris, présents sur ce plateau tout au long de la soirée, et que j'interrogerai. Première invitée, Diana Guedes du Times de Londres. J'aimerais vous demander tout de suite si le vote en Angleterre risque de modifier la politique de Mme Thatcher. Je ne crois pas, parce que selon les sondages, on n'a pas encore les résultats définitifs, bien sûr. Mme Thatcher a perdu 3,5% relatif aux législatifs en juin l'année passée. Alors, ce n'est pas tellement important pour elle, même si le Parti travailliste a beaucoup augmenté. Effectivement, d'après un sondage effectué vendredi, parce que vous le savez, les Britanniques votaient vendredi dernier, à la sortie des bureaux de vote en Grande-Bretagne, les travaillistes seraient les vainqueurs de cette élection européenne, c'est-à-dire contre le Parti conservateur, le parti de Mme Thatcher. Tout de suite à Londres, Philippe Arroir. Les choses vont assez lentement ici en Grande-Bretagne. Le décompte des voix a commencé assez tard. Il est vrai qu'il y a 1 heure de décalage par rapport à la France. Et pourtant, vous savez qu'on a voté ici jeudi dernier. Il faut donc se baser uniquement pour l'instant sur des estimations qui ont été faites immédiatement après le vote de jeudi dernier. La participation aurait été faible,
30% environ, c'est moins que la dernière fois. En ce qui concerne les sièges, les travaillistes font effectivement une belle percée puisqu'ils gagneraient entre 14 et 16 sièges au Parlement de Strasbourg. Les travaillistes font partie à Strasbourg du groupe socialiste. Les conservateurs, le parti de Mme Thatcher, perdraient également entre 14 et 16 sièges, mais ils conserveraient la majorité des sièges. En ce qui concerne les voix, la comparaison se fait avec les dernières élections législatives, celles de 1983, puisqu'ici comme ailleurs, ces élections permettent surtout de mesurer les forces politiques au plan national. Alors les travaillistes gagneraient 8 points, les conservateurs en perdraient à peu près 4, ce qui serait un mauvais résultat pour Mme Thatcher et un bon score pour le Parti travailliste qui a mis l'accent dans sa campagne sur le mécontentement des Britanniques à l'égard du gouvernement. Mais encore une fois, ce ne sont que des estimations, les résultats un peu plus tard. Voilà donc pour la Grande-Bretagne. En Allemagne fédérale, Paul, on votait comme en France aujourd'hui. On votait aujourd'hui, j'ai déjà les premières estimations de ce vote en Allemagne de l'Ouest. Je vous les donne très rapidement. Pour la CDU, à savoir le parti du chancelier Kohl, au pouvoir, 45%. Pour l'opposition SPD, à savoir du chancelier Schmitt ou de M. Willy Brandt, 38,8%, soit 32 sièges au Parlement européen. Les libéraux, le FDP de M. Genscher, 5,5% et les Verts, 7,7%. Mais il s'agit toujours d'estimations. À mes côtés, M. von Kageneck du journal Die Welt de Bonn. Apparemment, ces sondages ne gêneront pas M. Kohl au pouvoir. Non, certainement pas, à moins que le très mauvais résultat du parti FDP libéral puisse mettre à la longue en danger sa coalition. Je vous les rappelle, 5,5, donc ils franchissent à peine la barre. Hein. Juste la barre, n'est-ce pas? Et tout à l'heure, j'ai téléphoné avec un collègue à Bonn qui m'a dit qu'ils sont encore en train de trembler, parce qu'ils ne savaient pas très bien s'ils allaient franchir ou non cette célèbre barre. Par contre, les Verts montent sans cesse dans tous les pays Länder. 7,7. Ce qui peut être éventuellement à la longue une transformation profonde de la scène politique allemande. Est-ce que la coalition peut éclater à cause des libéraux de M. Genscher? Non, je ne crois pas. Ils auront certainement jusqu'au terme de la législation, mais à la longue, le parti FDP est à mon avis un parti, pour ainsi dire, presque condamné. Merci, nous nous retrouvons tout de suite à Bonn. Michel Meyer. Michel Meyer, c'est à vous. Michel Meyer. En Allemagne, une participation à la mesure d'une campagne électorale plutôt médiocre, à savoir les électeurs ne se sont pas pressés devant les urnes. Une participation de quelques 55% des électeurs contre 67% en 79. Alors, comment s'en sortent les partis politiques après cette consultation? Eh bien, les chiffres sont assez clairs. La chrétienne démocratie du chancelier Kohl est en légère perte, 46% des voix. Le parti d'opposition, le parti de Willy Brandt, social-démocrate, est en position plus stable, 37% des voix. Selon les ordinateurs, les grands partis se tiennent donc en respect. Par contre, défaite, semi-défaite des libéraux de Genscher qui perdent des voix, mais qui passent malgré tout et presque miraculeusement la barre des 5% avec 5,2% des voix seulement. Résultat intéressant qui pourrait éventuellement, si la barre des 5% n'est pas franchie par les libéraux, ce qui peut se dire à l'heure actuelle, avoir des conséquences intérieures. Succès attendu des Verts, des écologistes et des pacifistes allemands. Ils passent la barre des 5% avec 7,8% des voix. Confirmation donc de ce parti sur la scène politique intérieure allemande, sinon sur la scène européenne. Voici donc les résultats d'une élection assez calme, sans passion et résultat sans surprise. Voilà, interrompons maintenant cette tournée des capitales européennes, car Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, est présent sur le plateau. Parmi nous, je vous rappelle, Monsieur Le Pen, que les résultats du sondage effectué par Bull BVA tout au long de la journée pour Antenne 2 Radio Monte-Carlo et le Parisien Libéré, ce sondage vous donne une fourchette des voix entre 9,5 et 11,5% des voix. Pour vous, c'est une surprise ? Pas du tout. C'est le chiffre que j'avais à plusieurs reprises annoncé comme étant celui que j'espérais. J'avais un espoir supplémentaire, je dois dire, c'était de battre le Parti communiste. Ben, ce sera pour la prochaine fois. Mais je crois que nous ne sommes pas loin de lui. Et bien sûr, je suis ému de ce résultat. Et j'en remercie toutes les électrices et les électeurs qui nous ont fait cette grande confiance. Et
tout particulièrement ceux qui ont combattu, qui ont lutté, tous ces militants qui se sont dévoués au service d'une petite liste, comme on disait à l'époque, grévée de tous les handicaps légaux, qui a disposé de 3 minutes de télévision officielle, c'est-à-dire en fait de 20 à 100 fois moins que ses grands concurrents, à cause des retombées que ces émissions et les émissions officielles ont dans la presse écrite, radiodiffusée ou télévisée elle-même. D'autre part, je voudrais ajouter que ces 3 grandes listes se sont partagées 3 milliards de centimes que leur avait accordé l'Assemblée européenne et que nos réunions ont été tout uniment l'objet, tout au long de la campagne, d'attaques, de dénigrements, auxquels, il faut bien se dire, se sont malheureusement joints quelquefois les candidats de l'opposition parlementaire. Monsieur Le Pen, on apprend grâce au sondage que nous avons réalisé que la plupart de vos électeurs ont voté pour vous parce qu'ils craignent pour les libertés en France. Est-ce que ça n'est pas un peu gros? Est-ce que ces électeurs n'ont pas été dans une certaine mesure, même s'ils sont de bonne foi, bernés? Mais c'est toujours le peuple qui se trompe. Nous voyons Ce sur sont les notre écran, observateurs. nous voyons en ce moment donc le rappel des motivations de vos électeurs, Monsieur Le Pen. On constate en effet que 41% d'entre eux se sont déterminés sur le thème des libertés. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien justement, c'est parce qu'ils pensent que je suis un défenseur des libertés. Comment se fait-il? Quelle infatuation faut-il aux observateurs politiques et aux politologues pour toujours croire que ce sont eux qui ont raison contre le peuple, que ce sont leurs préjugés qui doivent l'emporter sur la réalité? Il se trouve que j'ai été décrit comme l'immonde, n'est-ce pas, comme la bête, comme le diable. Eh bien, il se trouve que les Français, qui avaient déjà démontré dans le pays où je suis né qu'ils me donnaient à 51% leur voix, ne pensent pas du tout comme les journalistes, ni comme les observateurs politiques. Ils pensent que les libertés sont menacées non pas par M. Le Pen, mais par le communisme. Ils pensent que l'immigration, que le chômage, que l'insécurité sont des problèmes réels, et que Le Pen dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et c'est ce qu'ils ont voulu dire, et je les en remercie, et ils peuvent me faire confiance. Ce n'est que la première étape d'une longue course qui ira jusqu'à la Renaissance française. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Monsieur Le Pen, vous avez fait campagne sur des thèmes qui exacerbent, qui durcissent, qui divisent au lieu de rassembler. Est-ce que vous n'avez pas pris, calmement, est-ce que vous n'avez pas pris un risque considérable? Mais pas du tout, ce sont des problèmes qui se posent. N'est-ce pas, un peuple n'est pas seulement une machine à calculer et on ne gère pas son avenir exclusivement comme une affaire commerciale. Un peuple, c'est un être collectif qui a des passions, des émotions, des répulsions, qui a des espérances et des désespoirs. Et le rôle des hommes politiques qui méritent ce nom et qui n'en font pas seulement un métier, c'est d'interpréter tout cela et de mettre tout cela dans une forme compréhensible à la grande masse et de proposer des solutions qui soient des solutions réelles, réalistes, qui répondent à la gravité des problèmes posés. Ce n'est pas moi qui ai créé le problème de l'immigration, mais je m'honore d'avoir été le premier à l'avoir posé devant l'opinion publique et à avoir forcé chacun à prendre sur ce sujet ses responsabilités. Monsieur Le Pen, vous êtes dans l'opposition, opposition radicale. La liste d'union de l'opposition menée par Simone Veil n'obtient pas ce soir la majorité absolue. Souhaitez-vous que ce soir, on additionne vos voix à celles de la liste de Simone Veil? Écoutez, de toute évidence, les électeurs de Mme Veil et les miens les additionneront, même si les spécialistes ne le font pas. L'opposition a gagné, et elle a gagné grâce à l'opposition nationale, la nôtre, qui a été non seulement le fer de lance, mais l'aiguillon de l'opposition parlementaire, qui est souvent, il faut bien le dire, à notre avis, complaisante, puisque récemment encore, elle votait à l'unanimité l'attribution de la carte aux immigrés pour 10 ans, n'est-ce pas, ce qui prouve qu'ils s'entendent entre eux. Et que je crois une des grandes leçons importantes, je crois que nous vivons un événement politique très très important aujourd'hui, c'est la défaite de la gauche. La gauche dans ce pays non seulement est minoritaire, mais le gouvernement représente 1 sur 3 des Français. Il ne peut donc plus continuer à gouverner comme il le faisait, ni à faire sous couvert de la loi une véritable révolution marxiste. Et pour ma part, je crois qu'il faudrait envisager que le pays fût consulté d'une autre manière peut-être que celles qui sont habituelles à notre pays. Et je me demande si, sur les grands sujets des libertés, en particulier la liberté de l'enseignement, la liberté de la presse,
il ne faudrait pas envisager les moyens de recourir à la procédure référendaire. Moi, je crois qu'il faut envisager des transformations constitutionnelles dans notre pays pour l'adapter à la période moderne. Et je crois que nous venons de vivre la fin, somme toute, ce n'est pas un propos révolutionnaire, mais la fin de la Ve République, la fin de la bande des quatre. Monsieur Le Pen, imaginons que nous soyons en 86, l'opposition au premier tour remporte un succès, vous remportez le même succès qu'aujourd'hui, allez-vous monnayer vos voix pour le second tour? Je ne monnaie jamais mes voix. D'abord, vous affirmez qu'il va y avoir un second tour, et de toute évidence, il n'y en aura pas. Quoi qu'en pense, là non, encore... on parle de l'hypothèse de 86, Monsieur Oui, Le Pen. On sait bien qu'il n'y a pas de deuxième tour pour les européennes. Je parle de 86, et moi je vous dis en 86, et je suis prêt à prendre le pari que j'avais pris sur la liste unique, à prendre le pari que j'avais pris sur le chiffre de plus de 10% sur le Front National. Les prochaines élections législatives auront lieu de toute évidence au scrutin proportionnel. Autrement dit, vous seriez élu? Autrement dit, vous Mais iriez nous au passerons 100 députés. Combien? Une centaine de députés. Une centaine de députés, c'est un chiffre que l'on peut inscrire. Vos pronostics pour 86, Écoutez, Monsieur Le Pen? étonnant, je tiens le pari, je vais vous dire pourquoi. Mais non, mais pas du tout, je ne suis pas euphorique, vous voyez, à force de se cuirasser le cœur contre les grandes espérances, et on finit par le cuirasser aussi contre les grandes joies et les grandes victoires. Je suis très modéré, beaucoup plus qu'on ne l'affirme généralement dans les tribunes politiques. Plus modéré que dans votre campagne, alors. J'ai une expérience politique. Non, mais j'ai une expérience politique. Voyons, c'est très simple. Il y a 35% de voix à gauche, dont 20 et 15, ou 20 et 13, 33. Si on allait au scrutin majoritaire avec ces chiffres-là, il reviendrait 25 députés socialo-communistes. Alors de toute évidence, ce n'est pas le système qui va être choisi. Alors que si on prend le système proportionnel, à 20 et 15, 35%, ils reviennent au moins à 150. Alors croyez bien que le système qui sera pris, je crois que c'est le doyen Vedel qui disait « Il n'y a qu'un seul bon système électoral, c'est celui qui vous fait élire », c'est ce qu'ont toujours pensé les gouvernements, mais il est évident qu'ils ne vont pas faire de confidence à personne avant de le choisir. Et le président de la République choisira son jour, son heure, pour imposer ou faire voter par sa majorité le système électoral qui sera le moins tragique pour la gauche. Monsieur Le Pen, si l'alternance réussit un jour, vous souhaiteriez siéger au Conseil des ministres aux côtés de Jacques Chirac ou de Valéry Giscard d'Estaing ou même de Simone Veil, à l'égard de laquelle vous semblez très indulgent ce soir? Mais je ne fais pas de prospective politique de ce genre. Je note un certain nombre de faits. La défaite cinglante de la gauche. Et la France, le pays, a montré que nonobstant les institutions et le cadre dans lequel on prétendait l'interroger, c'est lui qui donnait la réponse et qui posait le problème. On l'interrogeait sur une élection européenne d'une assemblée consultative, il a répondu à des questions de politique intérieure. C'est lui, c'est le peuple français qui a dit voilà ce dont je veux parler, et ce dont je veux parler, c'est un démenti, un désaveu formel de la politique marxiste. Je crois l'avoir pour ma part entendu ainsi. Sans cela, il est évident que le succès obtenu par le Front National n'aurait pas la dimension. Notons au passage, pour les politologues, que c'est la première fois qu'un courant réussit à percer le blindage privilégié et monopoliste de la bande des quatre, lesquels se sont toujours tout de même, lesquels partenaires se sont toujours arrangés dans le fond pour se renvoyer agréablement et utilement la balle. Monsieur Le Pen, il y a quand même un mot que vous n'avez pas prononcé dans tout ça, c'est le mot Europe. Alors maintenant que vous êtes assuré d'envoyer un certain nombre de députés à Strasbourg, maintenant aussi, je vous le rappelle, que le Parlement européen va vous rembourser une partie de vos frais électoraux, puisque vous semblez faire plus de 5%. Est-ce que, à la tribune de Strasbourg, vous allez tenir un langage aussi musclé que celui qu'on a pu entendre en France pendant la campagne électorale? Je pense notamment aux droits de l'homme. Mais il me paraît toujours que la santé implique que l'on soit musclé. C'est quand on manque de muscles qu'on est sur le point de tomber malade. Et c'est le reproche d'ailleurs que je fais à notre pays. La force n'est pas la violence, qui n'en est que son expression injuste. La force est une vertu. Et je souhaite que la France soit forte. Il me paraît même que c'était le slogan de nos concurrents, je crois. Et ils tiraient la conclusion que quand la France est forte, l'Europe l'est aussi. Eh bien, c'est un point sur lequel je suis en accord avec ses concurrents, mais je crois que rien ne se fera parce que la France est la France. Parce que la France en Europe a un rôle
particulier à jouer. Et ce n'est pas faire injure aux autres pays que de le dire, qui ont rempli leur rôle dans l'histoire de l'Europe. La France a un rôle, je crois, missionné. Et tout dépendra de sa renaissance, de son aptitude à renaître et à perdurer. Et je crois que c'est à elle que le défi est lancé, et c'est elle qui doit y répondre, non seulement pour elle-même, non seulement pour l'Europe, mais même pour la paix du monde et pour la faim dans le monde. Vous allez continuer à dire la France aux Français. Non, ce n'est pas un slogan du Front National. Le slogan du Front National, c'est les Français d'abord. Les Français d'abord en France, les Européens d'abord en Europe, et puis, autrement dit, que chacun puisse travailler au pays. Je crois que c'est un slogan qui n'appartenait pas spécialement au Front National, qui appartenait même, je crois, à une formation politique assez sensiblement opposée. Monsieur Le Pen, je vous remercie. Je vous propose maintenant de revenir à la dimension européenne de ce scrutin et de reprendre notre tournée des capitales européennes. Passons à l'Italie, Paul Naon. Oui, Christine, nous partons de France pour aller en Italie et j'ai à mes côtés, sur ce plateau, monsieur Bernardo Valli, correspondant du quotidien La Stampa de Turin. Bernardo Valli, est-ce que le Parti communiste italien peut bénéficier, si j'ose dire, de l'effet de la mort de Berlinguer pour arriver premier dans les sondages? Oui, en Italie, on ne s'attend pas à une poussée de l'extrême droite, mais d'un succès du Parti communiste qui pourrait dépasser, d'après les prévisions, la démocratie chrétienne pour la première fois depuis la naissance de la République. Bernardo Valli, on vous retrouve tout à l'heure. Nous retrouvons maintenant à Rome Victor Vraman. Et je vous rappelle qu'en 1979, l'Italie a détenu le record de la participation électorale avec 86% de votants. Victor Vraman, c'est à vous. Apparemment, les Italiens restent les meilleurs électeurs d'Europe. Le taux de participation est tout à fait comparable à celui de 1979, près de 86% de votants. Il y aurait une petite baisse dans le sud de l'Italie, ce qui apparemment n'arrangerait pas les affaires de la démocratie chrétienne, qui recueille toujours le plus grand nombre de ses voix au sud de Rome. En Italie comme ailleurs, ces élections européennes se transforment forcément en une manifestation de soutien ou de rejet du gouvernement en place. Ici, on voit le président du Conseil, Bettino Craxi, qui a voté à Milan. Toute la campagne électorale a été dominée par les tiraillements et les frictions à l'intérieur de la majorité gouvernementale. Surtout lorsqu'un socialiste a accusé le démocrate chrétien Giulio Andreotti d'avoir été le grand inspirateur de la loge maçonnique P2, pouvoir occulte et malfaisant. Les grandes options européennes des partis politiques ont certainement eu très peu d'impact sur les électeurs. La preuve, il n'y a qu'une chose qui intéresse la classe politique. Est-ce que cette fois-ci, le Parti communiste réussira à dépasser la démocratie chrétienne et à devenir le premier parti politique italien, du moins à l'occasion de ces élections européennes? La Stampa de Turin a publié un dessin. On voit un fourgon mortuaire essayant de dépasser une voiture dans laquelle se trouve le numéro 1 de la démocratie chrétienne des mythes. Dans le fourgon mortuaire, il y a évidemment la dépouille d'Enrico Berlinguer. C'est l'une des inconnues de ce scrutin. Est-ce que la mort d'Enrico Berlinguer va créer un mouvement de sympathie et de quelle ampleur autour du PCI? En tout cas, et alors qu'il est, la seule certitude, c'est que les Italiens sont restés fidèles à leur réputation. Ils aiment bien voter. Voilà, merci Victor Vraman. Nous terminerons par Bruxelles, ce tour européen. Bruxelles où Daniel Brem va nous donner les premières estimations pour les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Daniel? Ici, au Parlement européen de Bruxelles, on cultive les symboles, mais on navigue en recherchant le plus souvent sur les chaînes de télévision des pays de la communauté les premières estimations. Les premiers sondages connus nous sont arrivés du Luxembourg. Pas de changement. 3 sièges pour les chrétiens sociaux, 2 sièges sans changement pour les libéraux et 1 siège pour les socialistes. Aux Pays-Bas, il s'agit là encore d'estimations. 9 sièges pour les chrétiens démocrates, perte 1. 5 sièges pour les libéraux, gain 1. 8 sièges pour les socialistes, perte 1. 1 siège pour le parti protestant, là sans changement. Le courant écologiste disparaît au profit du courant pacifiste et communiste qui gagne, lui, 2 sièges. En Belgique, 7 sièges socialistes sans changement. 9 chrétiens démocrates, moins 1. 5 libéraux, plus 1. Pour les 3 autres sièges, c'est encore indistinct. On le voit donc dans la plupart des pays européens, une érosion des partis au pouvoir. 2 mots encore, Paul Naon, 2 mots encore
d'un pays qui a voté aussi aujourd'hui, la Grèce. Et là, c'est particulièrement intéressant parce que c'était le premier test électoral depuis que M. Papandréou a pris le pouvoir il y a 2 ans et demi. Absolument, c'était le premier test électoral pour la Grèce. Nous n'avons pas encore d'indication, mais je vous rappelle une précision importante, le vote était obligatoire en Grèce. La deuxième question, c'est pour le Danemark. Le Danemark ? Le Danemark, je vous le rappelle, a voté jeudi dernier et très forte abstention au Danemark. Là aussi, pas encore de résultat. Alors revenons aux résultats du sondage à la sortie des bureaux de vote. Un sondage qui vous concerne aussi, Monsieur Doubin. Je rappelle que vous êtes l'une des 3 têtes de la liste R, une liste qui n'est créditée d'après ce sondage que de 2,5 à 4,5% des voix. Alors c'est plutôt de l'air frais pour vous. Ah, écoutez, je préfère penser que nous sommes aux alentours de 4. C'est un peu ce qui revient par ailleurs. Alors bien sûr, je suis déçu que nous n'allions pas à l'Assemblée européenne, d'autant plus que tout notre programme, toute cette campagne a été européenne. C'est ce qui nous a motivés le plus. Mais faire 4% ou 3,5%, mais je pense plutôt 4%, c'est quand même un beau résultat pour une alliance qui vient de se créer et dont tout le monde avait dit au départ qu'elle était trop composite pour aller loin. Vous n'êtes pas perçu comme un politicien, vous êtes peu connu et vous parlez déjà comme les hommes politiques. Vous n'obtenez pas 5% et vous dites c'est un beau résultat. Soyons francs, c'est un échec. C'est un échec parce que nous ne passons pas la barre des 5, mais en 2 mois de campagne, arriver à 4%, alors que vous tous, au départ, vous disiez mais comment pouvez-vous faire entre M. Stiern qui vient de l'opposition, vous qui êtes de la majorité, M. Lalonde qui est écologiste, comment pouvez-vous vous entendre? Mais vous voyez bien, on s'est bien entendu, et ça a convaincu quand même beaucoup de Français, parce que pour arriver à 4, il faut quand même faire des voix. Pour arriver à 2,5 ou à 4, hein, c'est pour l'instant une fourchette. Hein. Je sais, mais enfin, vous savez qu'il y a d'autres estimations que les vôtres, et les autres sont plutôt vers le haut de la fourchette que vous indiquez. Qu'allez-vous faire demain? Vous allez vous-même retourner au bercail, réintégrer le MRG, quitter Stiern qui va rejoindre l'opposition? Qu'est-ce que vous allez faire? Absolument pas. Nous continuons, nous l'avons dit pendant la campagne. De quelle manière? Je pense exactement comme nous avons commencé. Je crois qu'il est important, à l'heure actuelle, et précisément parce que c'est difficile, de tenir un langage modéré. Pour tenir un langage modéré dans ce pays aujourd'hui, il faut être courageux. C'est tellement plus facile de hurler avec les loups. Et d'ailleurs, je vais vous faire remarquer que ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que ce sont les extrêmes qui délivrent des brevets de bonne conduite politique. Eh bien, nous disons au contraire que l'avenir de ce pays, c'est dans un retour à la modération et au courage qui consiste à ne pas aller immédiatement ou vers la gauche ou vers la droite. Parce que ça n'est pas vrai que quand on n'est pas de gauche, on doit être de droite. Et ça n'est pas vrai que quand on n'est pas de droite, on doit automatiquement être de gauche. Il y a une place pour des gens qui, au centre, développent un programme original. Vous dites il y a une place, il y aura peut-être une place, mais actuellement cette place, elle est occupée par Jean-Marie Le Pen, qui vous a précédé, qui lui tient un discours beaucoup plus dur et qui a convaincu des Français beaucoup plus nombreux que les vôtres. Oui, c'est vrai, Monsieur Le Pen gagne ce soir, et je le déplore parce qu'effectivement, pour tous ceux qui ne veulent plus des grands blocs, eh bien, il y avait le choix entre Le Pen et nous. Et c'est vrai que le langage qu'il appelle musclé, et que moi j'appelle extrémiste, est passé mieux cette fois-ci que le langage plus modéré qui est le nôtre. Seulement, je suis désolé, on verra, tout ça se voit à l'usage. Et vous savez bien que ce qui est extrême est stérile. Il est stérile de dire qu'on est contre tout, qu'on est contre ceci, qu'on est contre cela, qu'on veut tout mettre par terre. Nous disons au contraire qu'il y a dans ce pays, il y a tous les éléments pour la réussite. Et qu'il suffit d'un petit quelque chose, il suffit que les Français se remettent au travail, il suffit que les Français croient à nouveau à leur démocratie pour que tout reparte. Et que pour cela, il n'est pas nécessaire, encore une fois, de recourir à des méthodes musclées. Faut-il additionner vos voix à celles de la gauche ce soir? Vous êtes du MRG, oui. Le MRG fait partie de l'alliance de gauche, il y a 2 ministres radicaux de gauche au sein du gouvernement. Oui. Que faut-il faire de vos voix? Écoutez, il y a des voix qui se sont portées sur Olivier Stiern, il y a des voix qui se sont portées sur Brice Lalonde et il y a des voix qui se sont portées sur moi. Je suis incapable de vous dire la proportion. Et en tout état de cause, ces voix ont très clairement voulu dire qu'elles n'allaient ni à droite ni à gauche, qu'elles se portaient sur R, qui était une liste contre la bipolarisation, qui s'opposait à la bipolarisation. Alors, toute manœuvre qui consisterait à les redécouper, à les réaffecter, me paraît aller contre la volonté même des électeurs.
Monsieur Doubin, vous semblez un peu déçu, à juste titre, qu'il n'y ait pas eu plus de Français pour être sensible à la tonalité de votre discours. Mais est-ce que ce ne serait pas le moment de faire un peu d'autocritique et de vous dire que peut-être cette innovation que vous vouliez apporter dans le langage politique français, elle n'était peut-être pas aussi évidente? Peut-être que nous n'avons pas su la faire passer. Quant au fait qu'elle soit ou non fondée, là je suis persuadé qu'elle est fondée et que ça se verra de plus en plus. Parce que le problème de la bipolarisation, ça n'est pas de dire qu'on est contre le fait que les Français se séparent en deux. Bon, il y a deux sensibilités, il y a une sensibilité de droite, une sensibilité de gauche. Ce que nous disons, c'est que de sensibilité, on est passé au camp retranché. Et que ces deux camps retranchés sont devenus totalement stériles. Qu'est-ce qui sort aujourd'hui de la vie politique? Souvenez-vous de cette campagne. Quelles sont les propositions réellement concrètes qui sont sorties des deux blocs? Or, les nôtres, qui avons essayé d'en faire beaucoup sur le plan de l'Europe, or peut-être celles de petites listes que l'on tient pour petites. Mais moi, j'essaie de me souvenir ce qui est sorti du grand face-à-face entre Mme Veil et M. Jospin, ou de celui entre M. Pons et M. Marchais. Je ne me souviens de rien. Et je pense que les Français ne se souviennent de rien non plus. Et c'est comme un peu triste que sur une élection européenne, le seul résultat, ce soit de dire, eh bien voilà comment se situe l'opposition par rapport à la majorité. C'est comme ça que la France veut entrer dans l'Europe, c'est en se divisant encore plus ou en affichant sa division que nous, Français, nous allons être capables de nous unir avec d'autres Européens. Moi, je déplore le ton et le tour qu'a pris cette élection. Monsieur Doubin, merci. Vous nous rappelez à juste titre que cette élection avait essentiellement pour but de désigner 81 députés français à l'Assemblée de Strasbourg. Une assemblée qui se réunit une fois par mois à Strasbourg, dont le secrétariat permanent est à Luxembourg, ce qui veut dire que tous les mois, 600 fonctionnaires et des tonnes de papier déménagent pour aller de Luxembourg à Strasbourg, que les comités de cette Assemblée européenne siègent à Bruxelles. Je vous rappelle aussi que les indemnités parlementaires des députés qui ont donc été désignés aujourd'hui dans 10 pays européens, ces députés sont versés par les États membres. L'Assemblée de Strasbourg, on l'a dit tout au long de cette campagne, dès lors qu'on a parlé de l'Europe, l'Assemblée de Strasbourg a deux vrais pouvoirs, le pouvoir de rejeter le budget de la communauté et le pouvoir de renvoyer en bloc les membres de la Commission, ce dont elle n'a pas fait usage jusqu'ici. Revenons cependant non pas encore tout à fait aux estimations, si nous les avons à l'instant, les estimations donc des résultats à partir des bulletins de vote réels, cette fois. Bulles et BVA sont maintenant en mesure de nous les donner, Patricia Chandray. Pour les grandes listes, hein. Oui, pour les 4 grandes listes. Pour les 4 grandes listes. Et voici donc les résultats les plus attendus de la soirée. Eh bien, Georges Marchais obtiendrait 10,8% des voix. Vous allez le voir dans une seconde s'inscrire sur votre écran. Georges Marchais, donc, 10,8. Lionel Jospin obtiendrait 20,8. Simone Veil, 41,8. Et Jean-Marie Le Pen, 10,8% des voix. Des résultats que vous êtes déjà en mesure, Albert Duroy, de comparer pour chaque grande liste avec l'élection présidentielle de 81. Oui, mais peut-être que d'abord, il faudrait revenir sur ces quelques chiffres que nous venons de vous donner, parce qu'il s'agit d'un événement politique. Il y a même plusieurs événements politiques. Revoyons-les, ces chiffres. Les listes communistes, dans l'état actuel de notre estimation, et la liste Le Pen, la liste d'extrême droite, obtiennent le même score, 10,8% des voix. C'est évidemment un événement politique, s'il est confirmé par les résultats tout à l'heure, un événement politique considérable dans la vie politique française. Prenons les listes maintenant l'une après l'autre. La liste communiste, 10,8%. Il est évident que pour le Parti communiste, c'est un résultat très mauvais qui va au-delà de tout ce qu'il pouvait craindre et qui est une chute correspondante à celle déjà très importante qu'il avait subie entre l'année 1979 et la présidentielle de 1981. Prenons maintenant le résultat de la liste Lionel Jospin, de la liste socialiste. Là encore, le score du Parti socialiste est médiocre, voire mauvais, 20,8% des voix. On estimait que le seuil du très mauvais score pour le Parti socialiste était à 20%, eh bien on n'en est vraiment pas loin du tout. Pour Jean-Marie Le Pen, enfin, cela confirme la réussite dont il se targuait tout à l'heure. Elle est exacte, c'est évidemment un très bon score
pour lui. Voilà, je pense que maintenant on peut prendre des comparaisons dans le temps avec les deux élections qui peuvent servir de référence pour apprécier les résultats. Qui sont donc celle de 81 et celle de 78. C'est le premier tour de l'élection présidentielle de 1981 et c'est le résultat de l'élection européenne de 1979. Alors commençons par la liste Simone Veil. Donc nous voyons, aujourd'hui, Simone Veil, d'après notre estimation, obtient presque 42% des voix. Le total des voix obtenues par messieurs Giscard d'Estaing, Michel Debré et Jacques Chirac représentait 47,9% en 1981. Et le total des deux listes conduites par Madame Veil et par Monsieur Chirac en 1979 représentait 43,9%. 43,9%, quasiment 44%, c'était le score que Madame Simone Veil s'était elle-même fixé comme seuil de sa réussite. On le voit, elle est en deçà de ce score de réussite. La percée de Monsieur Jean-Marie Le Pen et la multiplication de petites listes expliquent évidemment ce score très moyen, même un peu mauvais, un peu décevant pour elle, de Madame Veil. Comparons maintenant les scores de Monsieur Lionel Jospin, aujourd'hui, encore une fois d'après notre estimation, et les scores précédents des listes équivalentes aux européennes. Monsieur Jospin, aujourd'hui, avec la liste du Parti Socialiste, 20,8%, mais sans les radicaux de gauche. Monsieur Mitterrand, candidat à l'élection présidentielle de 1981, 25,8%. Et la liste Mitterrand aux élections européennes de 1979 avec les radicaux de gauche, 23,4%. Alors évidemment, avec et sans les radicaux de gauche entre 1979 et 1981 et 1984, il y a un argument pour M. Jospin pour considérer qu'il a simplement perdu les voix des radicaux de gauche. Mais on ne peut pas en rester là. Le Parti socialiste est le parti dominant de la vie politique française. Il a à lui seul la majorité absolue à l'Assemblée nationale et un score de 21%, disons pour arrondir, à une élection au suffrage universel et au scrutin proportionnel, c'est évidemment un échec. Voyons maintenant la comparaison pour la liste Marchais. Aujourd'hui, d'après notre estimation, M. Marchais obtient un peu moins de 11% des voix. C'est une nouvelle baisse par rapport à 1981. 1981 marquait déjà une baisse par rapport à 1979. Voilà donc le Parti communiste, je vous le rappelle, qui d'après cette estimation fait 10,8% des voix, autant, mais pas plus, que Jean-Marie Le Pen, aussi 10,8% des voix. René Raymond, un commentaire sur véritablement ce bouleversement de la carte politique française ce soir. C'est un bouleversement et en même temps c'est un prolongement et un aboutissement. Dans le cas du Parti communiste, c'est une étape de plus dans le déclin et dans la déroute, puisque il faut rappeler qu'il a perdu la moitié en pourcentage de son électorat en 6 ans. Si bien que, quelle que soit la stratégie suivie par lui, ou associé au pouvoir, ou dans l'opposition, ou pratiquant une stratégie d'unité avec la gauche, ou de rupture, il perd toujours. Il y a donc là un phénomène qui passe en importance les conjonctures successives. Quant au rapport entre la gauche et la droite, il est lui aussi bouleversé, puisque l'addition des voix socialistes et communistes fait un peu plus de 30%, et que les autres listes, il faudrait y ajouter sans doute un certain nombre de petites listes de gauche, mais vraisemblablement pas beaucoup plus d'un tiers de l'ensemble, si bien que le rapport est beaucoup plus bouleversé encore qu'on ne l'attendait. 3 années d'exercice du pouvoir paraissent avoir totalement usé la majorité parlementaire. Alors justement, je crois que nous pouvons voir maintenant de manière... non, on ne peut pas encore voir ce que font les petites listes. Le sondage, en tout cas, montre bien un bouleversement en profondeur de l'échiquier politique français. René Raymond le disait à l'instant. Ce qu'il faut noter, c'est évidemment le grand problème politique qui va se poser dans les semaines qui viennent, c'est celui de l'écart qui sépare l'opposition parlementaire, RPR et UDF, et la majorité parlementaire constituée par le Parti communiste et le Parti socialiste. Cet écart est très important, 10 points à peu près, puisque la liste Simone Veil approche des 42% et les listes Marchais et Jospin, 32%. Alors justement, je vous propose de voir tout de suite l'ambiance au Parti socialiste, rue de Solferino, où se trouve Dominique Laury. Oui, bien ici au siège du Parti socialiste, on ne peut pas dire que l'ambiance soit à la satisfaction, on peut dire que le champagne passe très mal ce soir.
Peu de commentaires, du moins pour l'instant, à l'annonce du score, ou plutôt de la fourchette du Parti socialiste, mais il faut dire les visages sont plutôt fermés. Grande surprise lorsque vous avez annoncé le score du Parti communiste. Mais le grand événement ici, très commenté, c'est la forte poussée de l'extrême droite, c'est le centre du débat, surtout après l'intervention très musclée de Jean-Marie Le Pen. Désormais, nous a déclaré un responsable du PS, et non des moindres, la droite aura besoin de l'extrême droite, ce qui modifie totalement la physionomie politique française. Un autre nous a déclaré, Madame Veil, alliée à Jean-Marie Le Pen, quel problème de conscience. Je voudrais pour conclure vous dire que Lionel Jospin est actuellement en réunion et que sa déclaration interviendra vers 11h15, 11h20. Merci Dominique Laury. Alors revenons déjà sur les leçons que l'on peut tirer sur les résultats de ces estimations. C'est René Raymond, Jean-Marie Le Pen lui-même y faisait allusion tout à l'heure. Il faut bien rappeler que ces élections européennes se sont faites à la proportionnelle, ce qui bien sûr donne un facteur d'amplification en petites listes. Alors est-ce que les résultats de ce soir peuvent influer sur la réforme électorale que l'on dit en cours de mise au point? Certainement. Je suis moins certain que Jean-Marie Le Pen que nous voterons à un seul tour à la proportionnelle en 86. Il a pris le pari, je me garderai de prendre le pari contraire. Pourquoi le problème se pose-t-il? Parce que, on le sait, François Mitterrand avait pris l'engagement d'introduire une certaine dose de proportionnelle. Or, nous en faire l'expérience de la proportionnelle absolue. C'est le mode de scrutin le plus contraire à celui qui assurait la victoire du Parti socialiste et qui lui donnait la majorité absolue dans la présente Assemblée. Jean-Marie Le Pen faisait observer, je crois avec justesse, qu'un gouvernement tient toujours compte des résultats probables. Or, qu'est-ce que donne l'expérience de la proportionnelle? D'une part, elle affaiblit le parti dominant, car elle suscite sur ses flancs des concurrences, de petites formations. Ce n'est pas le péril majeur. Ce qui me paraît en fait le plus important, c'est que le Parti socialiste ne peut pas bénéficier au second tour du report des voix. Et que, imaginons que, effectivement, on vote à la proportionnelle, le Parti socialiste aura un groupe parlementaire, mais ne récupérera pas tous les suffrages communistes. Or, ce sont eux qui lui ont assuré la majorité absolue en 1981. Si bien que je suis beaucoup moins certain ce soir que je ne l'étais jusqu'à présent que la réforme électorale introduira une centaine de sièges qui seront répartis à la proportionnelle pure. Et je pense qu'on va s'acheminer vers un régime mitigé où il y aura un peu de proportionnel, mais on conservera du majoritaire. Voilà, il était donc fortement question d'un panachage entre un système proportionnel et un système majoritaire. Il y a fort à parier que les ordinateurs du ministère de l'Intérieur ce soir vont tourner à plein régime pour analyser de façon chiffrée les différentes formules. Quel que soit le mode de scrutin, si en fait le corps électoral ne se modifiait pas d'ici 2 ans, l'actuelle majorité perd la majorité, car contrairement à ce que vient de dire un socialiste qui interviewait à l'instant Laury, Madame Veil n'a pas besoin des suffrages de Le Pen pour avoir l'avantage sur la coalition des socialistes et des communistes. Bien, je vous propose maintenant de refaire un petit tour à l'étranger en attendant que de manière visuelle nous puissions poursuivre notre analyse des estimations des bulletins de vote. Je vous rappelle que les urnes sont maintenant closes depuis 22 heures. Alors Paul Naon, est-ce qu'on a des chiffres un peu plus précis sur l'impact de ces élections électorales sur la majorité de Mme Thatcher en Grande-Bretagne? Alors, les premières estimations qui se confirment, et nous venons de recevoir une dépêche à l'instant, donnent une courte victoire conservatrice et une spectaculaire remontée travailliste en Grande-Bretagne. Diana Guedes, est-ce que vous l'attendiez? Non, je ne l'ai pas attendu, mais je crois que c'est une difficile campagne pour l'alliance entre les sociaux-démocrates et les libéraux. Et ce sont eux qui sont les grands perdants, ce ne sont pas pour la plupart les conservateurs. Mais est-ce qu'en Grande-Bretagne, dans votre pays, la campagne a été aussi virulente qu'en France et aussi nationale? Non, c'est une campagne morne, sans intérêt. Vous avez vu le taux de participation en Angleterre? Très faible. 30%. À savoir qu'un Anglais sur 3 s'est déplacé pour voter, c'est ça? Justement, personne ne s'intéressait aux élections. Et c'est pour ça aussi, peut-être ça a aidé un peu les travaillistes. Mais est-ce que les Anglais ont voté sur des thèmes de politique intérieure, comme ici en France? Oui, tout à fait, tout à fait. L'Europe, pour l'instant, surtout le Parlement européen,
ils ne voient pas pourquoi ça peut toucher leur vie. Ça n'a pas d'intérêt pour eux. On va laisser tomber votre pays. Je voudrais que vous commentiez avec nous, en tant qu'observatrice un peu étrangère, mais en poste à Paris, les résultats français. Oui, justement, vous avez vu tout à l'heure Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Britanniques, de cette poussée sans précédent de l'extrême droite en France à l'occasion de cette élection? Je crois que c'est lié un peu de ce que je viens de dire, que Jean-Marie Le Pen, à mon avis, était le seul qui a fait une campagne qui a vraiment, avec des thèmes qui a vraiment touché les gens dans leur vie quotidienne. Il n'a pas parlé de la reconstruction de l'Europe et des idées un peu comme ça qui sont un peu Autrement dit, vive l'élection européenne à condition surtout qu'on ne parle pas de l'Europe. Un peu ça, oui. Je crois que c'est aussi bien pour les Français que pour les Anglais. Madame Thatcher voulait pourtant convaincre ses compatriotes que l'Europe à la Thatcher était le meilleur argument pour défendre les intérêts nationaux britanniques. Mais l'Europe à la Thatcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a finalement ce qu'on a demandé des autres 9, c'est-à-dire une réduction dans notre contribution. Je crois que Madame Thatcher a fait son campagne sur le thème la voix forte en Europe. Et c'est bien, mais elle fait ça déjà. Comment analysez-vous, Diana Guedes, la chute du Parti communiste français? Vous l'attendiez, cette chute? Non, pas jusqu'à ce point-là. J'attendais une baisse, mais pas jusqu'à ce point. C'est spectaculaire. Mais je crois aussi, là, les gens en France, on a marre de l'hypocrisie des partis politiques. Et je crois que c'est ça aussi un peu l'avantage du PEN. Il parle directement... Le PEN. Oui. Mais c'est son avantage, parce qu'il parle directement, tandis que Marchais, il parle toujours, il donne l'appui au gouvernement, mais il l'attaque en même temps. Ça, pour moi, c'est une hypocrisie totale. Et c'est, selon vous, cette ambiguïté qui le fait chuter? Oui, je crois, parce que les gens n'y croient plus à ce qu'il dit. Une dernière question, est-ce qu'une poussée de l'extrême droite, comme on vient de le voir en France, est possible chez vous, en Grande-Bretagne? N'importe quoi est toujours possible, n'importe où, mais je ne vois pas pour l'instant. Je vois pas, de toute façon, on n'a pas la vote à la proportionnelle en Angleterre. Et on n'a pas ce phénomène de ras-le-bol que vous avez en France. Les Français ont pu voter sans avoir peur, dans ces élections, sans avoir peur que ça peut avoir un effet direct sur... c'est une vote pour un Parlement qui n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est pas une vote qui va influer, justement, qui va influer leur vie. Je vous rappelle que la Grande-Bretagne est effectivement le seul des 10 pays européens à ne pas voter à la proportionnelle, mais au suffrage majoritaire à un tour. Alors nous sommes maintenant en mesure de revenir aux résultats français et de voir maintenant de façon précise les résultats des petites listes, mis à part les 4 grandes listes. Patricia Charnelet. Vous avez raison, Christine, de les appeler petites, puisque, je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas une seule qui franchit la barre des 5%. Alors, la liste de M. Gauquelin, vous allez voir son score tout de suite, la liste de Marc Gauquelin obtient 0,90%. Trotskiste, la liste d'Arlette Laguiller, lutte ouvrière, obtient 2,20%. La liste de Serge Depaky, PSU, qui faisait liste également avec M. Fisbin, les communistes dissidents, n'obtient que 0,9%. La liste Olivier Stirn, c'est donc la liste R avec Stirn, Doubin et Lalonde, obtient 3,5%. Et la liste de Didier Anger, il s'agit de la liste du Parti écologiste Les Verts, obtient, elle, 3,5%, donc même score pour la liste R et puis pour la liste écologiste. Alors revenons maintenant aux résultats. J'ai encore 5 petites listes. Oui, on ne va pas les oublier, d'autant qu'eux non plus n'ont pas franchi la barre des 5%. Il y a donc la liste du fédéraliste européen Henri Cartan, mathématicien, qui obtient 0,5%. La liste de Francine Gomez, c'est sans doute une déception pour elle. Elle obtient 2,20%. Elle n'aura donc pas d'élu à Strasbourg. La liste de Gérard Toiti, qui réunissait des jeunes entrepreneurs, 0,80. Gérard Nicou, tête de liste des travailleurs indépendants, 1,10. Enfin, la liste de Jacques Cheminade, 0,2%. Voilà, on a donc fait le tour là des 10 petites listes dont aucune, je vous le rappelle, ne dépasse la barre des 5%.
Albert Duroy, vous pouvez maintenant affiner les estimations sur les 4 grandes listes. Oui, mais avant de les affiner, je voudrais vous citer cette déclaration que vient de faire M. Jean Le Canuet, président de l'UDF. M. Jean Le Canuet a déclaré « Je souhaite que le président de la République dissolve l'Assemblée nationale ». Vous savez que c'était l'un des débats de la fin de la campagne électorale. Le secrétaire général du Parti républicain, François Lyotard, avait annoncé que si la gauche était minoritaire aux européennes, il souhaitait cette dissolution, mais l'ensemble des grands leaders de l'opposition à ce moment-là, et notamment Simone Veil et Bernard Pons, avaient écarté cette hypothèse en soulignant, ce qui constitutionnellement est évident, en soulignant qu'une élection européenne n'entraînait pas de conséquences automatiques sur la vie institutionnelle de la France. Et donc là, Jean Le Canuet, président de l'UDF, exactement. diverge des avis récents de Mme Veil et de M. Pons. Le débat est clairement relancé là. Il est évident que M. Le Canuet, par rapport à la veille, à hier, a un argument de plus, c'est l'énorme écart qui existe entre la gauche et l'opposition dans nos estimations. Alors ces estimations, justement, je les précise un tout petit peu par rapport aux chiffres que nous avons donnés tout à l'heure. Tout à l'heure, nous vous donnions 10,8% pour M. Marchais. Notre affinement nous conduit à 10,9%. Pour Lionel Jospin, notre dernière estimation s'établit à peu près à 21,1%. Pour Madame Veil, un tout petit peu plus que tout à l'heure, 43%. Pour Jean-Marie Le Pen, exactement le même chiffre que tout à l'heure, 10,5%. J'ajouterai, rappelez-vous qu'en début de soirée, nous vous avons donné des fourchettes à partir d'un sondage à la sortie des bureaux de vote. L'estimation que nous vous donnons actuellement sur les bulletins de vote réels s'inscrit parfaitement, et pour chacune des listes, dans les 2 branches de notre fourchette de tout à l'heure. Cela indique la qualité du sondage à la sortie des bureaux de vote qu'Antenne 2 a donné et a organisé avec Bull et avec BVA. Ces chiffres s'inscrivent en effet parfaitement dans les 4 fourchettes. Je vous propose maintenant de voir tout de suite avec Serge Misseret l'ambiance au Parti communiste, ou plus exactement à l'Humanité, Serge Misseret. Eh bien, il est difficile de dire pour l'instant ce que l'on pense ici de ces estimations, pour le moins catastrophiques pour le Parti communiste. Dans la pièce où je me trouve ici, avec une quinzaine de journalistes, eh bien, pour les collaborateurs de l'Humanité qui s'y trouvent, c'est l'incrédulité. D'autres ont déjà pris la mine de circonstance. Georges Marchais est arrivé, mais il ne s'est pas montré. Il se trouve en ce moment même en réunion avec le bureau politique du Parti communiste français et doit peser les termes du communiqué qu'il lira tout à l'heure, sitôt connus les résultats définitifs. Un dernier mot. Il y a quelques instants, quelqu'un de l'entourage de Georges Marchais m'a dit « Pour nous, 13,5%, ça irait encore, mais au-delà, eh bien, le silence qui a suivi en disait long. » Pour l'instant, l'absence de résultats définitifs, au siège de l'Humanité, on s'inquiète surtout du score réalisé par Jean-Marie Le Pen. Oui, je vous rappelle donc que d'après les toutes dernières estimations qu'Albert Duroy vient d'affiner, le Parti communiste et M. Georges Marchais obtiennent 10,90% des voix. Voilà, on vient de m'apporter une de 2 quotidiens de demain matin. Libération qui titre bien évidemment sur le choc Le Pen. Voici la une de Libération de demain, même titre à la une du matin, la percée de Le Pen. Une autre percée, cette fois en Italie, Paul Naon, où il semble bien que la mort du secrétaire général du Parti communiste italien, Enrico Berlinguer, a fait passer son parti en toute première ligne. Oui, nous vous le disions déjà tout à l'heure, vers 10h15, une dépêche nous parvient, le Parti communiste italien dépasserait la démocratie chrétienne actuellement au pouvoir et devient le premier parti d'Italie à l'issue des élections au Parlement européen, selon un premier sondage projection de l'Institut de sondage Doxa. Le PC obtiendrait 32,9% des voix contre 31,2%. Le Parti socialiste italien de M. Bettino Craxi progresse légèrement et recueille 11,8% des voix. Bernardo Valli, c'était attendu, vous l'attendiez ce résultat ? On pouvait l'attendre, oui. Et c'est réellement la mort d'Enrico Berlinguer qui a servi de... Certainement, la mort d'Enrico Berlinguer a joué, parce qu'il a été présenté pendant plusieurs jours par tous les journaux, sans distinction, comme un homme honnête, correct, et il l'était. Cette reconnaissance, dans un moment où la vie politique italienne connaît assez de scandales, et a fait apparaître ses leaders, et donc son parti,
comme un parti intègre. Intègre, c'est ça. Et donc je crois que l'émotion a joué certainement. Et cela est une reconnaissance solidaire qui a disparu, mais aussi une limite sur le résultat politique. N'y a-t-il pas aussi la reconnaissance d'un parti communiste italien réellement eurocommuniste? Surtout européen, parce que la différence du parti communiste français et le parti communiste italien est un parti européen. Dans sa liste, il présentait comme indépendant